Vous deviez déterminer les diagnostics nécessaires pour le bien immobilier en question. Vous avez donc listé l'ensemble des diagnostics techniques à réaliser pour la mise en vente de ce bien. Vous retrouverez le listing juste après dans le corrigé. Vous avez identifié et listé les diagnostiqueurs immobiliers certifiés et agréés. Jean-Michel Pérolis vous avez demandé de lister les diagnostiqueurs qui interviennent sur la commune. Vous avez donc contacté le prestataire pour obtenir des devis. Vous avez rédigé un mail d'information de demande de devis pour un prestataire. Dans ce mail-là, vous avez demandé plusieurs éléments. Les diagnostics requis pour ce bien, tels que le DPE, l'amiante, le plomb, les termites, l'électricité, ainsi que l'état des risques et pollution. Vous avez aussi également demandé de faire un estimatif du délai nécessaire pour la réalisation de ces diagnostics. En quatrième partie, vous deviez analyser et comparer les devis reçus en termes de coûts, délais et services proposés. Donc vous avez pris connaissance des deux devis, vous avez analysé et comparé les devis, et à la suite, vous avez fait le choix pour les vendeurs et vous avez contacté le diagnostiqueur afin de prendre rendez-vous. Dans un premier mail, vous avez donc informé votre vendeur de deux devis pour lesquels vous lui informez du coût, des services qu'il va proposer et des délais d'intervention. On peut voir que le diagnostiqueur a un coût de 350 € qui fait l'ensemble des diagnostics et qu'il a un délai d'intervention d'environ 2 semaines. Le deuxième diagnostiqueur, lui, a un coût de 390 € pour également l'ensemble des diagnostics, mais il a un délai d'intervention sous 2 jours après validation du devis. Et on a le rapport le lendemain après l'intervention. On ne peut débuter une commercialisation qu'à partir du moment où on a les diagnostics. Donc, l'intervention un peu plus rapide du deuxième diagnostiqueur va peut-être avoir un choix déterminant pour les vendeurs. La vérification et l'identification des anomalies, vous la ferez en répondant aux questions de l'annexe 8, l'analyse du DDT. Il faut bien avoir pris connaissance de l'annexe 7 où vous avez tous les diagnostics immobiliers et cela vous permettra de ressortir les anomalies. Dans cette synthèse que vous devez effectuer en 6e partie pour faciliter le travail du négociateur, vous allez faire ressortir tous les éléments qui sont importants, c'est-à-dire la date du repérage, la date à laquelle le diagnostiqueur est intervenu, quels sont les numéros des parcelles qui sont concernées par ces diagnostics, quels sont les diagnostics réalisés d'après l'ordre de mission, c'est-à-dire qu'il y a eu un constat d'amiante avant-vente, un constat termite, un ERP, une exposition au plomb, une constatation de l'installation électrique, ainsi que le diagnostic énergétique. Vous aviez une petite question aussi, pourquoi le mesurage loi Carrez n'a pas été réalisé? N'oubliez pas que le mesurage loi Carrez est réalisé que pour les biens en copropriété. Ce que l'on peut faire sortir du diagnostic de performance énergétique sur ce diagnostic-là et dans sa synthèse, c'est la superficie habitable du bien, qui est donc de 160 m², que le diagnostiqueur n'a pas réussi à obtenir une date réelle de construction, donc qui mentionne avant 1948 pour tous les biens qui sont construits avant 1949, que le niveau de consommation est de 158 kWh par mètre carré par an et que le niveau d'émission de CO2 est de 49 m3 par an. Les informations présentes dans ce document doivent être reportées sur l'annonce du bien avec l'estimatif du coût d'énergie du logement, c'est-à-dire entre 1 980 € et 2 730 € par an, avec un prix moyen souvent indexé sur l'année antérieure. Quel est le niveau de déperdition de chaleur des portes et de fenêtres qui est quand même de 14%, donc il y a peut-être quelque chose à relever sur ce point-là parce que les fenêtres sont peut-être à changer. Quelles sont les caractéristiques du logement qui permettent d'avoir un bon confort en été? C'est une bonne inertie du logement. Le logement, il est traversant, il a des fenêtres équipées de volets extérieurs et une toiture isolée. Le bien est-il équipé d'une climatisation? Non. Et aussi indiquer la plus grosse charge et la plus grosse part des dépenses, on est sur un chauffage au fioul et on sait qu'aujourd'hui, ça a un coût qui est très important. Vous allez aussi citer les éléments du bien qui ont une isolation insuffisante, tels que les murs, les planchers bas, les toitures, les plafonds, si ceux-là n'ont pas été isolés. Quels sont les travaux essentiels recommandés par le diagnostiqueur ainsi que le montant estimé? Donc le diagnostiqueur, il fait ressortir que les murs, il y a un manque d'isolation des murs par l'extérieur, que le chauffage, il peut être mis à jour par un système plus moderne, que la ventilation mériterait peut-être une installation d'une VMC hygro-réglable de type A et une reprise de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. L'eau chaude sanitaire, il faudra vérifier peut-être le système actualisé en termes de chauffage de l'eau
et les plafonds, isoler des plafonds par l'extérieur, c'est-à-dire par la toiture. On a souvent un estimatif qui est entre 8 400 et 12 600 € pour cette maison pour réaliser quelques améliorations. Qu'est-ce qu'un système d'intermittence régulation ? Le thermostat, c'est de mettre un thermostat d'ambiance à l'intérieur qui va moduler le système de chauffage afin d'améliorer une consommation, avoir une consommation moins importante. On a la date de validité du diagnostic aussi qui est importante. Il faut qu'elle ressorte parce que ça permettra aux futurs acquéreurs éventuellement de revendre le bien avec le même diagnostic, sauf s'ils ont réalisé les travaux qui sont nécessaires à l'amélioration du bien. L'amiante, le diagnostiquaire, est-ce qu'il a repéré de l'amiante ? Oui, et il indique aussi les pièces qu'il a visitées et celles qu'il n'a pas pu visiter. Grâce à ce diagnostic, on a la certitude que l'amiante est bien présente dans ce bien. Non, on n'a pas aucune certitude, il n'y a aucun prélèvement qui n'a été réalisé, il n'a pas fait l'objet d'un laboratoire d'analyse, donc on ne peut pas être certain que c'est bien de l'amiante ou qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a. C'est sur information du diagnostiqueur. Il n'y a pas de matériaux qui sont dégradés, donc il n'y a pas d'importance, mais par contre, il n'est pas sur une certitude. Quelles sont les préconisations au vu de l'état des matériaux ? Et il faut une évaluation périodique qui doit être réalisée. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que voilà, il faut bien informer l'acquéreur comme quoi il y a de l'amiante, qu'il faut le surveiller. Et après, mis à part ça, il n'y a rien à faire d'autre sur l'amiante, sauf si l'acquéreur veut carrément le supprimer. La constatation d'exposition au risque. Ce que l'on en fait ressortir, c'est les mesures de concentration en plomb qui peuvent aller de la classe 0 à la classe 3. Le diagnostiqueur ressort donc 42,9% de non mesurés, 47,6% de classe 0 et 9,5% de classe 1. On va donc retrouver un tableau détaillé avec tout ce qui a été vérifié, les embrasures de porte, les huisseries, tout ça, dans chaque pièce, où l'on voit donc la non-dégradation et le taux de plomb qu'il peut y avoir dans les peintures. Donc on peut voir ici pour cette maison que tout est en très bon état, c'est non dégradé. Il faut le surveiller, il faut l'entretenir, car ce plomb restera dans les peintures à vitam aeternam. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce constat est fréquent dans la majorité des biens anciens où les propriétaires choisissent de conserver les portes d'origine pour préserver le caractère authentique de la propriété. La peinture au plomb, elle est profondément imprégnée dans le bois. Même après plusieurs ponçages ou rabotages, l'appareil du diagnostiqueur il fait toujours ressortir du plomb. Donc vous pouvez recouvrir de 7 couches de peinture, et on les fera quand même ressortir. Il n'y aura aucun risque pour la santé, mais on aura toujours un état de risque au plomb qui va ressortir avec un taux plus ou moins important. La durée de cette validité des diagnostics plomb, elle est de 1 an. Donc on rappelle la date jusqu'à quand il est valable. Parce que si la maison elle met plus d'1 an à se vendre, il faudra refaire faire ce diagnostic. L'état relatif à la présence de termites, on doit différencier certaines catégories de termites qui sont recherchées. Donc il y a les termites souterrains, les termites de bois sec et les termites arboricoles. Donc ce qui en ressort sur ce diagnostic, c'est qu'il y a des indices d'infestation. Il y a une altération dans les bois, une présence de termites vivants, présence de galeries, tunnels ou concrétions. Il y a des cadavres ou restes d'individus reproducteurs qui ont été retrouvés et des présences d'orifices obturés ou non. Est-ce que toutes les pièces ont été visitées ? Non, les combles n'ont pas pu être visités parce qu'il n'y a pas de trappe d'accès. Donc voilà, le diagnostiqueur fait ressortir ces éléments-là pour en informer les acquéreurs. Et ce diagnostic a une durée de 6 mois. Pareil, si on n'a pas vendu le bien dans les 6 mois, il faut refaire faire ce diagnostic pour le jour de la vente. L'état de l'installation intérieure d'électricité, ils vont vérifier et lister les anomalies par domaine. Donc l'appareil général de commande de protection et son accessibilité. Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. Ensuite, on a au moins un socle de prise de courant qui n'est pas de prise de terre et on a au moins un circuit qui n'est pas protégé à son origine contre les surcharges et les courts-circuits. On a des matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension. Ce que l'on peut faire ressortir ce diagnostic, c'est que l'enveloppe d'au moins un matériel est manquant ou détérioré, que l'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible,
et au moins un conducteur isolé n'est pas placé dans toute sa longueur dans un conduit ou dans une gaine, une goulotte, dans une plinthe ou dans une huisserie, qui serait isolante jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qui l'alimente. On a aussi en point négatif que au moins un socle de prise de courant n'est pas de type obturateur et qu'on a au moins un socle de prise de courant qui ne possède pas un puits de 15 mm. Dans les points positifs, l'ensemble de l'installation électrique est protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA. C'est indispensable quand on a des pièces qui ne sont pas reliées à la terre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'interrupteur différentiel 30 mA, elle protège les personnes. La sensibilité de 30 mA représente le seuil de tolérance du corps humain au choc électrique pendant un laps de temps très court, en millisecondes. Au-delà de cette intensité, un choc électrique peut donner lieu à des brûlures superficielles, des palpitations cardiaques ou encore mettre en danger la vie. C'est pour assurer la protection des personnes que les interrupteurs différentiels résidentiels doivent présenter une sensibilité de 30 mA au maximum. Donc ça, c'est une validité de diagnostic qui est valable 3 ans pour le diagnostic électrique. Il est indispensable de le faire vérifier de temps en temps que son 30 mA fonctionne correctement. Et donc, il est vraiment indispensable de faire ressortir ça dans la synthèse des diagnostics pour qu'on informe les acquéreurs comme quoi le système est bien protégé. Je vous invite à relire le corrigé afin d'avoir un petit peu plus de détails. Et je vous dis à bientôt.